un scandale explosif éclate dans un palace parisien, où l'injustice raciale atteint son paroxysme. Dans l'opulence feutrée d'un hôtel 5 étoiles, au cœur de Paris, une soirée mondaine bascule dans le chaos. Claire Mbengue, générale noire décorée de l'armée française, entre avec prestance, son uniforme scintillant sous les lustres. Mais un faux pas innocent, un verre de champagne renversé sur la veste d'André Leclerc, juge corrompu, déclenche une tempête. Sophie, son épouse arrogante, hurle des insultes racistes. Vous, les gens comme vous, n'avez rien à faire dans nos cercles. Les regards méprisants des convives bourdonnent comme un essaim, amplifiant l'humiliation. André, ivre de son pouvoir, ricane. Une femme comme vous ne mérite que le mépris. Chaque mot, chargé de venin, lacère la dignité de Claire. La salle retient son souffle alors que la générale, frémissante de rage, fixe ses bourreaux. L'air crépite de tension, comme si une étincelle pouvait tout embraser. Mais ce n'est pas un simple accident. C'est un affront calculé, une déclaration de guerre raciale dans un monde où le privilège blanc règne en maître. Claire, bouillonnante, sent une colère ancestrale monter en elle, prête à briser les chaînes de l'injustice. Ce moment marque le début d'une bataille où la vérité devra triompher, où tout s'effondrera. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous êtes prêt à vibrer avec nous, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas encore convaincu, un simple like nous aidera à partager cette vérité brûlante. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour une révélation choc qui vous laissera sans voix. La tension dans le grand salon de l'hôtel parisien était devenue irrespirable, comme si l'air lui-même s'était chargé de l'électricité d'une tempête imminente. Les insultes racistes de Sophie, l'épouse d'André Leclerc, résonnaient encore dans les oreilles de Claire Mbengue, générale noire de l'armée française, dont le regard brûlait d'une colère contenue. Chaque mot venimeux, les gens comme vous, indignes de ce lieu, avait creusé une plaie profonde, non pas dans son orgueil, mais dans sa dignité, forgée par des années de lutte contre les préjugés. Les murmures des convives, mélange de curiosité malsaine et de désapprobation tacite, formaient un chœur oppressant. Mais ce n'était que le prélude. Alors que Claire, droite comme un pilier d'acier, tentait de calmer la situation par un « ce n'était qu'un accident », André, le juge corrompu, se leva de sa chaise, son visage déformé par une arrogance alimentée par des décennies de pouvoir incontesté. Ce qui suivit transforma une simple dispute en un affrontement d'une violence symbolique et raciale qui allait marquer un point de non-retour. André, avec un sourire glacial, s'avança vers Claire, ses yeux plissés de mépris. « Savez-vous à qui vous parlez » siffla-t-il, sa voix basse mais tranchante, comme un couperet prêt à tomber. « Je suis la loi. D'un seul mot, je peux vous réduire à néant. » Ces paroles n'étaient pas une simple menace. Elles étaient une déclaration de suprématie, un rappel brutal que, dans son monde, une femme noire, même décorée de médailles militaires, n'était qu'une ombre à écraser. La foule autour d'eux sembla se figer, suspendue à cet instant où le pouvoir judiciaire se dressait contre la dignité humaine. Sophie, enhardie par l'autorité de son mari, cracha « Retournez d'où vous venez, vous n'êtes qu'une tache ici !» Ces mots, lourds de racisme, firent bouillir le sang de Claire. Elle sentit une vague de rage, non seulement personnelle mais collective, comme si toutes les injustices subies par ceux qui lui ressemblaient s'étaient cristallisées en cet instant. Mais André ne s'arrêta pas là. D'un geste théâtral, il sortit un stylo plume en or de sa poche, le brandissant comme une arme. « Une signature, Madame Mbengue, et votre carrière, votre vie, tout disparaît. Vous n'êtes rien face à moi. » La menace était claire. Il userait de son influence dans les tribunaux pour la détruire, non pas pour l'accident du verre renversé, mais pour ce qu'elle représentait, une femme noire défiant l'ordre établi. Les convives, désormais silencieux, observèrent la scène comme un spectacle cruel, certains hochant la tête en accord tacite avec André, d'autres détournant le regard, complices par leur inaction. Claire, immobile, sentit son pouls s'accélérer. Ses années d'entraînement militaire lui avaient appris à rester calme sous pression. Mais cette fois, la blessure était plus profonde. Ce n'était pas seulement son honneur qui était attaqué, mais son identité, son droit d'exister dans cet espace. Soudain, un nouvel élément vint attiser les flammes. Un serveur, un jeune homme d'origine maghrébine, tenta d'intervenir, murmurant à Claire « Madame, je vais appeler la sécurité pour calmer les choses. »
Mais avant qu'il ne puisse agir, Sophie se tourna vers lui, son visage tordu par la fureur. Toi aussi, tais-toi. Vous vous liguez tous contre nous, n'est-ce pas? Cette attaque, dirigée contre un autre employé à cause de son apparence, révéla l'ampleur du mépris de Sophie et André. Le serveur recula, humilié, tandis que Claire, témoin de cette injustice supplémentaire, sentit sa colère atteindre un point de rupture. Elle posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme, lui murmurant « Restez en arrière, je m'en occupe ». Ce geste, bien que discret, était un acte de solidarité, une promesse tacite de ne pas laisser ses affronts impunis. André, voyant que Claire refusait de plier, s'approcha encore, envahissant son espace personnel. « Vous pensez que votre uniforme vous protège ?» ricana-t-il. « Vous n'êtes qu'une façade, une anomalie dans un monde qui ne vous acceptera jamais. » Ces mots, prononcés avec une lenteur calculée, étaient une tentative de la briser psychologiquement. Mais Claire, loin de reculer, le fixa droit dans les yeux, sa voix tremblante de rage mais maîtrisée. « Vos menaces ne m'intimident pas, monsieur Leclerc. Ce n'est pas moi qui suis en tort ici, c'est votre haine. » Cette réplique, prononcée avec une autorité qui fit frissonner l'Assemblée, marqua un défi direct à son pouvoir. Le visage d'André s'empourpra, son ego blessé par cette femme qui osait lui tenir tête. À cet instant, Sophie, incapable de supporter l'insolence de Claire, saisit une flûte de champagne et la lança vers elle. Le verre frôla la tête de Claire, s'écrasant contre un pilier dans un éclat retentissant. Un cri collectif s'éleva dans la salle, et le chaos menaça d'éclater. Claire, toujours immobile, ne broncha pas, mais son regard se durcit. « Vous venez de commettre une grave erreur », murmura-t-elle, sa voix portant une promesse de justice implacable. L'hôtel, autrefois symbole d'élégance, était désormais une arène où se jouait une guerre entre privilèges et dignité, entre oppression et résistance. André, sentant la situation lui échapper, serra les poings, prêt à passer à l'acte physique pour rétablir son autorité. Ce moment, suspendu dans une tension insoutenable, annonçait une confrontation qui allait bouleverser leur destin à jamais. Cette escalade, marquée par des insultes racistes et des gestes violents, ne se contentait pas d'exposer la corruption d'André. Elle révélait un système où le pouvoir et le privilège blanc s'unissaient pour écraser quiconque osait défier l'ordre établi. Claire, au cœur de cette tempête, incarnait une résistance farouche, prête à transformer sa colère en une quête de justice qui ébranlerait les fondations mêmes de ce monde inégal. L'atmosphère dans le salon de l'hôtel parisien était devenue un véritable champ de bataille, où chaque mot et chaque geste portaient le poids d'une guerre raciale et sociale. Les insultes de Sophie Leclerc, cinglantes et chargées de mépris, avaient lacéré la dignité de Claire Mbengue, général noir de l'armée française, tandis que la menace d'André Leclerc, brandissant son pouvoir judiciaire comme une épée, avait tenté de l'écraser. Le verre de champagne lancé par Sophie, frôlant la tête de Claire avant de s'écraser dans un éclat sonore, avait marqué un point de rupture. Les convives, figés, retenaient leur souffle, conscients qu'ils assistaient à un moment où l'ordre établi était défié par une femme refusant de plier. Claire, immobile, son regard d'acier fixé sur André, avait murmuré une promesse de justice qui glaça le sang de ses adversaires. Mais ce n'était que le prélude d'un affrontement qui allait faire trembler les murs de cet hôtel et au-delà. Alors qu'André, rouge de colère, serrait les poings, prêt à passer à l'acte, une explosion de violence menaçait de tout consumer, et Claire, forgée dans les épreuves, se tenait prête à riposter. Soudain, André, incapable de tolérer l'insolence de Claire, fit un pas en avant, son bras levé comme pour la frapper. « Vous allez regretter d'avoir osé me défier », rugit-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ce geste, chargé d'une arrogance nourrie par des années d'impunité, était une tentative de réaffirmer sa domination, non seulement sur Claire, mais sur tout ce qu'elle représentait. Une femme noire, puissante, refusant de courber l'échine. La salle entière sembla se contracter, les convives retenant leur souffle, certains horrifiés, d'autres secrètement ravis de voir une leçon infligée. Mais Claire, avec une rapidité fulgurante, fruit de son entraînement militaire, saisit le poignet d'André en plein vol, le tordant dans une prise précise qui le fit grimacer de douleur. Un cri étouffé s'éleva de la foule, et Sophie, horrifiée, hurla « Lâchez-le, espèce de sauvage !» Ce mot, sauvage, craché avec un venin raciste, ne fit qu'attiser la fureur de Claire, dont les yeux lancèrent des éclairs. D'un mouvement fluide, Claire relâcha André, mais pas avant de le repousser légèrement.
le faisant trébucher contre une table, renversant verre et couverts dans un fracas retentissant. L'humiliation publique d'André, un homme habitué à régner en maître, était palpable. Mais elle ne s'arrêta pas là. D'une voix froide, vibrante d'une autorité incontestable, elle déclara « André Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression contre une générale de l'armée française. » Ces mots, prononcés avec une clarté tranchante, firent l'effet d'une bombe. Les convives, stupéfaits, échangèrent des regards incrédules, tandis que Sophie, livide, serrait son fils contre elle, le petit garçon pleurant de peur. André, reprenant son équilibre, éclata d'un rire nerveux, mais son assurance vacillait. « Vous? M'arrêter? Vous n'êtes qu'une... » Il s'interrompit, conscient que ces mots risquaient de l'enfoncer davantage. À cet instant, un détail inattendu vint amplifier le drame. Un officier de sécurité de l'hôtel, alerté par le chaos, s'approcha, mais son hésitation était évidente. Il reconnut Claire, dont la réputation militaire imposait le respect. Mais il savait aussi qu'André était une figure intouchable des tribunaux parisiens. « Madame, monsieur, calmez-vous, je vous en prie », balbutia-t-il, tentant de désamorcer la situation. Mais Sophie, hystérique, se tourna vers lui. « Faites votre travail. Arrêtez cette femme. Elle menace mon mari. » Son accusation, ignorante de l'autorité de Claire, reflétait son privilège aveugle. Claire, sans quitter André des yeux, sortit son insigne militaire, le brandissant comme un bouclier. « Cet homme a tenté de m'agresser. Appelez la police militaire, immédiatement. » L'officier, déstabilisé, obtempéra, tandis que la foule murmurait, certains prenant des photos, transformant l'incident en un spectacle viral. La tension monta encore d'un cran lorsque André, refusant de capituler, tenta une nouvelle provocation. « Vous pensez que votre insigne vous donne du pouvoir ?» siffla-t-il, son visage déformé par la rage. « Dans cette ville, c'est moi qui décide qui gagne et qui perd. Votre couleur ne vous sauvera pas. » Cette insulte raciste, crachée sans retenue, fit frémir Claire, mais elle resta inébranlable. Elle s'avança, réduisant la distance entre eux, sa présence imposante le faisant reculer instinctivement. « Vous vous trompez, Leclerc, » répondit-elle, sa voix basse mais chargée d'une menace contenue. « Ce n'est pas ma couleur qui me définit, c'est ma force. Et vous venez de déclencher une guerre que vous ne gagnerez pas. » Soudain, un cri perçant déchira l'air. Sophie, dans un accès de désespoir, tenta de s'interposer, saisissant le bras de Claire. « Ne touchez pas à mon mari !» hurla-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans la manche de l'uniforme de Claire. Mais la générale, avec une maîtrise implacable, se dégagea d'un mouvement sec sans jamais perdre son sang-froid. « Reculez, madame, ou vous serez également arrêtée, » avertit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Sophie, terrifiée, recula, trébuchant contre une chaise, tandis que son fils sanglotait bruyamment. L'arrivée imminente de la police militaire, dont les sirènes se faisaient entendre au loin, ajouta une pression insoutenable à la scène. André, acculé, réalisa que son pouvoir, habituellement invincible, s'effritait face à la détermination de Claire. Ses poings se serrèrent, et pendant un instant, il sembla prêt à tenter un dernier acte désespéré. Mais le regard de Claire, inflexible, le cloua sur place. « Vous avez choisi le mauvais adversaire », murmura-t-elle, sa voix portant une promesse de justice qui résonna dans tout le salon. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement, laissant entrer les officiers militaires, leurs uniformes imposants contrastant avec l'élégance feutrée du lieu. Claire, sans un mot de plus, désigna André. « Cet homme est sous mon autorité. Emmenez-le. » Les officiers, reconnaissant son grade, obtempérèrent sans hésiter, plaçant André en détention sous les yeux horrifiés de Sophie et des convives. Ce moment, où une femme noire triomphait face à l'arrogance d'un système corrompu, marqua le début d'une bataille qui allait ébranler Paris et au-delà. Les sirènes des véhicules militaires s'éloignaient dans la nuit parisienne, laissant un silence lourd dans le salon de l'hôtel 5 étoiles où l'affrontement entre Claire Mbeng, général noir de l'armée française, et André Leclerc, juge corrompu, venait de bouleverser l'élite présente. Claire, par un acte de bravoure, avait neutralisé André après sa tentative d'agression, l'arrêtant sous les regards médusés des convives. Sophie, son épouse, effondrée, serrait son fils en pleurs, tandis que l'humiliation publique d'André, menotté et emmené, résonnait comme un défi à son pouvoir. Mais Claire savait que cette victoire n'était qu'éphémère. André, avec ses connexions dans les arcanes judiciaires,
ne resterait pas silencieux. Quelques semaines plus tard, dans une salle d'audience austère à Strasbourg, le véritable combat commença. Un procès truqué, orchestré pour briser Claire et réaffirmer la suprématie d'un système corrompu, où le racisme et l'abus de pouvoir se mêlaient pour sceller son destin. Sous les plafonds voûtés du tribunal de Strasbourg, l'atmosphère était suffocante, saturée d'une injustice palpable. Claire Mbeng, droite dans son uniforme militaire, incarnait une dignité que ni les chaînes ni les accusations ne pouvaient ébranler. Mais face à elle, le juge Marcel Dubois, complice d'André, présidait avec une froideur calculée, son regard trahissant une hostilité à peine voilée. Ce n'était pas un procès, mais une exécution judiciaire. Les avocats d'André, armés d'une vidéo de surveillance manipulée, présentaient une version grotesque de l'incident à l'hôtel. Les images, savamment coupées, effaçaient l'agression d'André et montraient un Claire, arme à la main, comme une menace déchaînée. Marcel, avec un rictus satisfait, lança « Madame Mbang, votre comportement reflète une impulsivité incompatible avec votre rang. Une femme de votre profil ne peut prétendre à une telle autorité. » Ces mots, lourds de sous-entendus racistes, firent monter une rage sourde dans les veines de Claire, mais elle resta impassible, ses poings serrés sous la table. Le procureur, un homme lié à André par des années de faveur, s'acharna à dépeindre Claire comme une danger publique. « Une générale brandissant une arme dans un lieu civil », tonna-t-il, sa voix résonnant comme un verdict déjà écrit. « C'est une preuve de son mépris pour la loi, une menace pour l'ordre établi. » Chaque accusation était un coup de poignard, visant à réduire Claire à un stéréotype raciste. Une femme noire incontrôlable, indigne de son grade. Les murmures des notables dans la salle, acquis à la cause d'André, amplifiaient l'hostilité. Mais un rebondissement inattendu fit trembler l'audience. Une femme, serveuse à l'hôtel ce soir-là, demanda à témoigner. D'origine sénégalaise, elle raconta avoir entendu les insultes racistes de Sophie et vu André lever la main sur Claire. Son témoignage, vibrant de vérité, menaça de fissurer la narrative d'André. Pourtant, Marcel, avec une autorité brutale, rejeta son intervention, déclarant « Ce témoignage est irrecevable, sans fondement. » La salle s'enflamma, les avocats de Claire protestèrent, mais le marteau du juge claqua, imposant un silence oppressant. La fureur de Claire, contenue jusqu'alors, menaçait de déborder. Elle se leva, sa voix tranchante comme une lame. « Vous falsifiez la vérité pour protéger un homme qui a attaqué ma dignité et mon identité. Ce tribunal est une farce, et votre corruption est exposée au grand jour. » Ces paroles, prononcées avec une intensité qui fit frissonner l'Assemblée, étaient un défi direct à Marcel et à tout le système qui l'incarnait. Mais le juge, imperturbable, riposta. « Votre attitude, Madame Mbeng, ne fait que confirmer votre nature incontrôlable. Une femme comme vous ne mérite pas le respect de cette cour. » Cette insulte, crachée avec un mépris raciste, déclencha un tumulte à l'extérieur du tribunal. Des manifestants, alertés par la fuite du témoignage de la serveuse sur les réseaux sociaux, s'étaient rassemblés, brandissant des pancartes clamant « Justice pour Claire » et dénonçant le racisme institutionnel. L'audience s'enfonça dans une spirale de tension. Les avocats d'André produisirent un témoin douteux, un manager de l'hôtel, qui affirma, sous une pression évidente, que Claire avait agi sans provocation, menaçant André de manière irrationnelle. Ce mensonge, ajouté à la vidéo truquée, renforça l'accusation. Claire, voyant la justice se plier sous le poids de la corruption, sentit une colère incandescente l'envahir. Elle comprenait que ce tribunal n'était pas un lieu de vérité, mais une arène où André et Marcel manipulaient les fils pour l'écraser. Dans un moment de défi audacieux, elle s'adressa directement à l'assistance. « Vous pouvez trafiquer vos preuves, mais vous ne briserez pas ma vérité. Ce n'est pas moi que vous jugez, c'est votre propre système, pourri jusqu'à la moelle. » Ces mots, vibrants de rage, firent vaciller l'assurance de Marcel, mais il rétablit l'ordre d'un coup sec de son marteau. Le verdict, annoncé après une délibération expéditive, tomba comme un coup près. Marcel, d'une voix monocorde, déclara Claire coupable d'abus de pouvoir et la condamna à 2 ans de prison, assortie d'une suspension de son grade militaire. La salle éclata en murmures, certains scandalisés, d'autres satisfaits. André, au fond, esquissa un sourire triomphant, convaincu d'avoir écrasé son adversaire. Claire, immobile, absorba le choc sans trahir d'émotion, mais à l'intérieur, une tempête de fureur grondait.
Cette condamnation n'était pas seulement une injustice personnelle, c'était une attaque contre tout ce qu'elle représentait. Alors qu'on l'emmenait, menottée, sous les flashs des journalistes, elle lança un dernier regard à Marcel, une promesse silencieuse. Cette bataille était perdue, mais la guerre ne faisait que commencer. Les lourdes portes du tribunal de Strasbourg se refermèrent derrière Claire Mbeng, générale noire de l'armée française, alors qu'elle était emmenée, menottée, sous les éclairs des flashs des journalistes. Condamnée à 2 ans de prison pour un abus de pouvoir, fabriqué de toutes pièces, elle venait d'être victime d'une machination orchestrée par André Leclerc, le juge corrompu, et son complice, le juge Marcel Dubois. Leurs vidéos truquées et leurs témoignages falsifiés avaient transformé Claire en une paria, une femme noire dépeinte comme une menace à abattre. Mais dans l'obscurité de sa cellule, loin des regards, une flamme de révolte brûlait plus fort que jamais. La rage qui l'habitait n'était pas seulement personnelle. Elle portait en elle les injustices subies par tous ceux que ce système oppressif avait écrasés. Alors que les murs froids de la prison de Nice, où elle fut transférée, semblaient vouloir étouffer son esprit, Claire commença à tisser un plan audacieux, prête à défier l'impossible pour renverser ses bourreaux et rétablir la vérité. Dans les entrailles humides de la prison niçoise, où l'odeur de moisi et le cliquetis des chaînes rythmèrent les jours, Claire refusait de se laisser briser. Chaque nuit, seule dans sa cellule, elle revivait l'humiliation du tribunal, les mots racistes de Marcel, le sourire narquois d'André, la complicité silencieuse des notables. Cette injustice, gravée dans son âme, alimentait une colère incandescente. Mais Claire n'était pas une victime passive. Ses années de commandement militaire lui avaient appris à transformer la rage en stratégie. Une lueur d'espoir surgit lorsqu'elle reçut la visite du capitaine Luc Beaumont, un frère d'armes fidèle dont les yeux brillaient d'une loyauté indéfectible. Sous couvert d'une discussion anodine, il glissa un message codé. « Nous sommes avec vous, général. Dites le mot, et nous agirons. » Ce murmure, à peine audible sous le regard des gardiens, ralluma une étincelle de défi dans le cœur de Claire. Le plan d'évasion prit forme dans l'ombre, avec une précision militaire. Luc, à l'extérieur, mobilisa une poignée de soldats d'élite, tous indignés par la condamnation de Claire. Ils savaient que cette opération, un acte de rébellion contre l'État, les mettrait tous en danger, mais leur foi en leur général surpassait la peur. Une tempête prévue dans la région de Nice offrit une couverture idéale. Sous un ciel déchiré par des éclairs, Claire, feignant une maladie pour attirer l'attention des gardiens, déclencha le premier domino. À minuit, alors que le tonnerre grondait, une panne électrique suspecte plongea la prison dans le chaos. Les soldats de Luc, infiltrés sous des uniformes volés, neutralisèrent les gardiens avec une efficacité terrifiante, utilisant des gaz incapacitants pour éviter toute effusion de sang. Claire, libérée de sa cellule, enfila un équipement tactique dissimulé par Luc, son visage marqué par une détermination farouche. Mais l'évasion ne fut pas sans obstacle. Un gardien, plus zélé que les autres, tenta de donner l'alarme, forçant Claire à l'affronter dans un corps-à-corps brutal. Sous la pluie battante, elle le désarma d'un mouvement précis, mais son regard croisa celui de l'homme, terrifié. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante de rage. « Ce n'est pas contre vous, c'est contre eux, ceux qui corrompent tout. » Ce moment, où la fureur de Claire se mêlait d'une humanité déchirante, ajouta une tension dramatique à leur fuite. Les sirènes hurlaient déjà lorsque l'équipe atteignit une camionnette cachée dans une ruelle. Claire, trempée, monta à l'arrière, son cœur battant à tout rompre. « On ne s'arrête pas, » ordonna-t-elle, sa voix coupante comme une lame. « André et Marcel vont payer. » Leur évasion fit l'effet d'une bombe dans les médias français. Les journaux titraient « La générale fugitive, héroïne ou criminelle », tandis que les autorités lançaient une chasse à l'homme national. André, depuis son bureau parisien, savourait sa victoire temporaire, mais une ombre d'inquiétude le hantait. Il savait que Claire, libre, était plus dangereuse que jamais. Marcel, moins confiant, pressentait que leur complot risquait de s'effondrer. À Nice, les manifestations en soutien à Claire gagnaient en ampleur, des pancartes brandissant « Liberté pour Mbeng », défiant l'ordre établi. Une vidéo virale, postée anonymement, montrait des extraits non censurés de l'incident à l'hôtel, ravivant l'indignation publique et mettant la pression sur le système judiciaire. Dans une planque isolée à la périphérie de Nice, Claire et Luc peaufinèrent leur stratégie. Chaque détail, carte, horaire, contact, était analysé avec une rigueur militaire. Claire, les yeux brillants de colère, déclara
Ils pensent m'avoir brisé, mais ils ont réveillé une guerre. Je ne m'arrêterai pas tant qu'ils n'auront pas confessé leurs crimes au monde entier. Luc, impressionné par sa détermination, acquiesça, mais ajouta un avertissement. Ils ont des alliés partout, général. Ce sera une bataille à mort. Claire, un sourire amer aux lèvres, répondit. Qu'ils viennent, je suis prête à tout. Un élément inattendu vint corser leur plan. Un ancien collègue d'André, un avocat véreux nommé Étienne, tenta de vendre des informations sur Claire à la police, mais Luc l'intercepta. Lors d'une confrontation tendue dans un parking désaffecté, Étienne, terrifié, révéla qu'André préparait un nouveau coup. Un faux témoignage pour accuser Claire de trahison nationale. Cette trahison, si elle aboutissait, signerait l'arrêt de mort de sa carrière. Claire, apprenant la nouvelle, serra les poings, sa rage atteignant un paroxysme. Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent, murmura-t-elle, sa voix vibrant d'une promesse de vengeance. Cette évasion, loin d'être une fuite, marquait le début d'une croisade contre la corruption, où Claire, portée par une colère juste, allait transformer sa douleur en une arme imparable. La nuit enveloppait Nice d'un voile d'encre, tandis que Claire Mbengue, générale noire de l'armée française, désormais fugitive, se terrait dans une planque isolée avec le capitaine Luc Beaumont et son équipe d'élite. Son évasion audacieuse de la prison, sous une tempête rugissante, avait secoué la France, faisant d'elle à la fois une héroïne pour les opprimés et une criminelle traquée par un système corrompu. La rage qui brûlait en elle, alimentée par l'injustice du procès de Strasbourg, où André Leclerc et Marcel Dubois avaient manipulé la vérité pour la condamner, s'était transformée en une détermination implacable. La révélation qu'André préparait une nouvelle accusation de trahison nationale n'avait fait qu'attiser sa fureur. Dans l'obscurité de leur refuge, Claire traçait des plans pour frapper ses ennemis, là où ils se croyaient intouchables. Mais ce n'était que le début d'une offensive plus audacieuse encore. À Nantes, loin des projecteurs, une opération clandestine allait plonger André et Marcel dans un cauchemar, les forçant à affronter les conséquences de leur corruption. Sous la pluie battante qui martelait les rues désertes de Nantes, Claire et son équipe se préparaient à une mission d'une audace inouïe. Leur cible, André Leclerc et Marcel Dubois, retranchés dans leur vie confortable, convaincus que Claire, fugitive, n'était plus une menace. Mais la générale, forgée dans les épreuves, avait d'autres plans. Dans une usine désaffectée à la périphérie de la ville, transformée en QG improvisé, Claire briefait ses hommes. Ses yeux, brillants d'une colère contenue, reflétaient une résolution d'acier. « Ces hommes ont cru pouvoir me briser », murmura-t-elle, sa voix vibrante de défi. « Ce soir, ils comprendront qu'on ne défie pas la justice impunément. » Luc, à ses côtés, hocha la tête, conscient des risques. L'opération consistait à capturer André et Marcel simultanément, dans leur propre fief, pour les contraindre à confesser leurs crimes. L'équipe se divisa en deux unités. La première, menée par Claire, cibla André, qui dînait dans un restaurant huppé du centre-ville, entouré de ses alliés judiciaires. Sous un déguisement de serveuse, Claire s'infiltra, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle s'approcha de la table, André, riant bruyamment, ne la reconnut pas. Mais lorsqu'elle murmura à son oreille « Vous pensiez m'avoir oublié ?» son visage blêmit. En un éclair, ces hommes, déguisés en clients, neutralisèrent les gardes du corps d'André avec des tasers silencieux. André, saisi par la panique, tenta de crier, mais Claire, d'un geste ferme, lui plaqua une main sur la bouche, ses yeux lançant des éclairs. « Pas un mot, ou vous ne reverrez jamais la lumière du jour », siffla-t-elle, sa voix chargée d'une rage qui le fit trembler. Ligoté, il fut traîné vers une camionnette garée à l'arrière. Pendant ce temps, l'autre unité, sous le commandement de Luc, s'attaqua à Marcel, retranché dans sa villa cossue en périphérie. Les hommes de Luc, équipés de matériel militaire, escaladèrent les murs sous le couvert de la pluie. Marcel, lisant dans son bureau, n'eut pas le temps de réagir. Un gaz incapacitant envahit la pièce, et il s'effondra, inconscient. Lorsqu'il se réveilla, menotté dans l'usine désaffectée, face à Claire, son arrogance habituelle s'était évaporée. « Vous êtes folle !» balbutia-t-il. Mais Claire, implacable, répondit « Folle ? Non, monsieur Dubois. Je suis la justice que vous avez piétinée. » Dans la pénombre de l'usine, sous des néons vacillants, André et Marcel, ligotés côte à côte, faisaient un face à Claire. La générale, dominant la scène, sortit un ordinateur portable. « Vous allez transférer 700 000 € à mes hommes pour compenser les vies que vous avez brisées, »
ordonna-t-elle, sa voix coupante comme une lame. André, tentant de reprendre le contrôle, ricana. Vous croyez que l'argent effacera votre condamnation? Vous êtes fini, Mbengue. Mais Claire, saisissant une arme, la pointa sur lui. Vous parlez trop, Leclerc. Faites-le, ou je m'assure que votre famille paie pour vos crimes. La menace, prononcée avec une froideur terrifiante, brisa André, qui, tremblant, obtempéra. Marcel, plus faible, suivit sans résistance. Mais Claire ne s'arrêta pas là. Elle brandit une caméra. Maintenant, vous allez confesser. Tout. La manipulation du procès, la vidéo truquée, vos insultes racistes. Le monde saura qui vous êtes. André, livide, tenta de négocier. Vous ne pouvez pas diffuser ça, ça ruinera tout. Claire, un sourire amer aux lèvres, rétorqua. C'est exactement le but. Sous la pression, ils enregistrèrent une confession accablante, leur voix tremblante révélant leur corruption. Mais un rebondissement inattendu compliqua l'opération. Un traître parmi les hommes de Luc, soudoyé par un contact d'André, envoya un message anonyme à la police révélant l'emplacement de l'usine. Les sirènes hurlèrent au loin, forçant Claire à accélérer. Dans un moment de tension extrême, Claire fixa André et Marcel, sa rage atteignant un paroxysme. « Vous pensiez que votre pouvoir vous protégerait ?» cracha-t-elle. « Vous avez sali mon nom, ma race, ma vie. Mais ce soir, c'est votre fin. » Alors que la police approchait, elle ordonna à ses hommes de fuir, emportant les preuves. Mais avant de partir, elle se tourna vers André. « Ce n'est pas fini. Vous confesserez publiquement ou je reviendrai. » André, terrifié, hocha la tête, mais dans ses yeux brillait une lueur de vengeance. Quelques heures plus tard, André et Marcel, libérés par la police, dénoncèrent Claire pour enlèvement, transformant leur humiliation en une nouvelle arme contre elle. La générale, désormais traquée, savait que la bataille venait de s'intensifier, mais sa colère, loin de s'éteindre, ne faisait que croître, prête à consumer tout sur son passage. Les rues de Nantes, encore humides de la pluie nocturne, portèrent les traces d'une opération clandestine qui avait ébranlé André Leclerc et Marcel Dubois. Claire Mbeng, général noir de l'armée française, avait orchestré leur enlèvement dans une usine désaffectée, les forçant à confesser leur corruption et à transférer une fortune pour compenser leurs crimes. Mais leur trahison, en dénonçant Claire pour enlèvement, avait relancé une chasse à l'homme impitoyable contre elle. Fugitive, traquée par les autorités, Claire refusait de plier. Sa rage, alimentée par l'injustice du procès de Strasbourg et les insultes racistes d'André et de son épouse Sophie, brûlait plus fort que jamais. Dans l'ombre, elle préparait un coup encore plus audacieux, un acte désespéré pour briser définitivement ses ennemis. À Lille, sous un ciel gris et menaçant, une confrontation finale allait plonger André et Marcel dans un abîme de terreur, où la justice de Claire, implacable, exigerait un prix qu'ils n'avaient jamais imaginé payer. Dans une planque secrète à la périphérie de Lille, un ancien entrepôt désaffecté transformé en bunker, Claire réunissait son équipe réduite mais loyale, menée par le capitaine Luc Beaumont. L'air était chargé d'une tension électrique, chaque regard reflétant une détermination mêlée de peur. Claire, debout devant une table couverte de plans et d'écrans, fixait ses hommes avec une intensité qui imposait le silence. « André et Marcel ont trahi leur parole, déclara-t-elle, sa voix vibrante d'une colère contenue. Ils croient que leur pouvoir les protège, mais ils vont apprendre que la justice ne pardonne pas. » Son plan, d'une audace presque suicidaire, consistait à frapper au cœur de ce que ses ennemis chérissaient le plus, leur famille. En enlevant Sophie et leur fils, ainsi que l'épouse de Marcel, Claire espérait les contraindre à une confession publique, mettant fin à leur emprise sur le système judiciaire. L'opération fut lancée dans la nuit, sous un ciel zébré d'éclairs. 2 équipes se déployèrent avec une précision militaire. La première, dirigée par Claire, s'infiltra dans la résidence fortifiée d'André à Lille. Sophie, endormie dans sa chambre, fut réveillée par des ombres surgissant de l'obscurité. Son cri fut étouffé par un bâillon, tandis que son fils, terrifié, était emmené avec elle. Claire, masquée, fixa Sophie dans les yeux. « Votre mari a détruit ma vie », murmura-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Maintenant, il va payer. » Sophie, tremblante, tenta de supplier, mais Claire, inflexible, ordonna son transfert vers un bunker souterrain, un lieu introuvable conçu pour briser toute résistance. Simultanément, l'équipe de Luc captura l'épouse de Marcel, Isabelle, dans leur maison de campagne.
Isabelle, surprise en plein sommeil, fut emmenée sans résistance, son visage marqué par une terreur muette. Le lendemain, André et Marcel, acculés, se rendirent à Lille, où Claire les attendait dans une confrontation explosive. Dans une salle souterraine du bunker, éclairée par des projecteurs aveuglants, les deux hommes, menottés, faisaient en face à Claire. André, rouge de colère, tenta de l'intimider. Vous êtes une terroriste, Mbengue. Vous paierez pour ça. Mais Claire, saisissant un pistolet, le pointa sur lui. Vous parlez de justice cracha-t-elle, sa voix vibrant d'une fureur dévastatrice. Vous m'avez condamné pour mon audace, pour ma couleur. Maintenant, vous allez parler, ou vos familles en subiront les conséquences. Marcel, brisé, supplia. Pitié, ne leur faites pas de mal. Mais Claire, implacable, rétorqua. Vous n'avez eu aucune pitié pour moi. Confessez, ou c'est fini. Un rebondissement inattendu intensifia le drame. Un message intercepté révéla qu'André avait tenté de contacter un mercenaire pour tendre un piège à Claire, espérant la faire tuer lors de l'échange. Luc, alerté, neutralisa l'agent avant qu'il n'agisse. Mais cette trahison enragea Claire davantage. Elle gifla André, son geste résonnant dans la salle. « Vous ne changez jamais », siffla-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. « Mais cette fois, vous n'échapperez pas. » Sous la pression, André et Marcel, terrifiés, acceptèrent de confesser publiquement. Dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, ils avouèrent avoir manipulé le procès de Claire, truqué les preuves et proféré des insultes racistes. La France entière, scotchée devant ses écrans, explosa d'indignation. Mais le triomphe de Claire fut de courte durée. La police, alertée par la diffusion, localisa le bunker. Dans un chaos de sirènes et de fusillades, Claire et son équipe s'échappèrent de justesse, laissant André et Marcel aux autorités. Les deux hommes, condamnés à 8 ans de prison pour corruption, furent discrédités. Mais Claire, accusée d'enlèvement, devint une fugitive encore plus recherchée. Sa rage, loin de s'apaiser, se mua en une promesse. Elle continuerait à se battre jusqu'à ce que justice soit rendue, non seulement pour elle, mais pour tous ceux écrasés par ce système pourri. Les cendres de l'opération à Lille fumaient encore, laissant Claire Mbengue, générale noire fugitive, dans une course contre le temps. Après avoir forcé André Leclerc et Marcel Dubois à confesser publiquement leur corruption, elle était devenue l'ennemi public numéro 1. Libérée après 5 ans de prison grâce à une vague de manifestations anti-racisme, Claire savourait une liberté fragile à Cannes. Mais le passé, tenace, refit surface sous un soleil éclatant. Alors qu'elle flânait sur la croisette, une silhouette familière émergea. André, fraîchement sorti de prison, son regard chargé de haine. L'air marin semblait s'alourdir, annonçant une confrontation inévitable. Dans l'effervescence des touristes, André s'approcha, son sourire venimeux masquant une rage bouillonnante. « Tu pensais m'avoir détruit, Mbengue ?» siffla-t-il, sa voix tremblante de mépris. « Je vais te briser, toi et ta soi-disant justice. » Ces mots, crachés comme du poison, ravivèrent la fureur de Claire. Elle le fixa, ses poings serrés, prête à riposter. Soudain, André sortit un couteau, le dissimulant à peine sous sa veste, provoquant un frisson chez les passants. « Tu ne m'échapperas pas cette fois, grogna-t-il. Mais Claire, avec une agilité militaire, esquiva son geste, le désarmant d'un mouvement précis. « Tu n'as rien appris, Leclerc, rugit-elle, sa voix vibrant d'une colère incandescente. « La justice me guide, et je te combattrai toujours. » Repoussant André, elle disparut dans la foule, laissant son ennemi humilié, mais jurant vengeance. Claire savait que la guerre n'était pas finie, sa rage intacte pour un combat éternel.